participants. Merci également à vous, Madame Herrera, pour votre intervention aujourd'hui. Je vais faire un petit point technique. Donc, tous les micros sont coupés, les micros des intervenants. Enfin, ou coupez votre micro parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui ont le micro ouvert. On va d'abord vous écouter, avoir votre point de vue, découvrir différents métiers en structure. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec les participants pour qu'on puisse répondre aux différentes questions de nos participants. Donc, n'hésitez pas à couper les micros et les caméras. On reviendra vers vous dans un second temps pour échanger un peu plus longuement. Donc, ce web atelier va nous en apprendre davantage sur les métiers en structure. Donc, il fait suite à l'atelier animé par Lucie sur les métiers du domicile. Donc, nous avons trouvé intéressant de vous proposer de découvrir les métiers en structure parce qu'il y a des différences. Donc, on va pouvoir en échanger ensemble. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons Élise Herrera, qui est donc directrice de l'EHPAD Le Platane du Grand Parc. Donc, l'idée de notre échange, c'est d'en savoir davantage sur le métier d'ASH, que vous puissiez, puisque vous avez en tant que directrice la possibilité de recruter des ASH, en savoir davantage sur vos attentes en termes d'employeurs. Mais tout d'abord, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir en connaître davantage. En quoi consiste le métier d'ASH? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à participer aujourd'hui à cet échange. Effectivement, on emploie sur l'établissement une douzaine, alors pas précisément ASH, nous on a pris le parti d'avoir des auxiliaires de vie qui ont certaines missions complémentaires. Voilà. Et dans leur mission, il y a effectivement les missions d'ASH. Donc, une dizaine de personnes donc, qui travaillent sur l'établissement, parce que l'établissement est très grand. Donc, une des missions principales, et qui est aussi la mission des ASH, c'est de s'occuper de l'hygiène et de l'environnement, à la fois sur les parties privatives, donc les chambres des résidents, et sur les parties communes, donc tout ce qui va être les salons, les couloirs, salle à manger, etc. Donc, il est nécessaire d'avoir une connaissance à travers des expériences passées ou via les formations que nous, on propose en interne une fois les personnes arrivées ici, sur tout ce qui va être les protocoles d'hygiène, la manipulation des appareils tels que les autolaveuses ou les monobrosses, qui permettent d'avoir un nettoyage des sols notamment plus approfondi. Voilà, donc il y a déjà une connaissance importante à avoir et respecter les procédures et les protocoles parce que chaque produit a une utilisation bien particulière. Les personnes, dites-moi. Oui, vous avez des attentes, il y a une formation qui est requise. Qu'est-ce que vous allez chercher à découvrir chez le candidat? Alors, on cherche à savoir déjà s'il y a des expériences passées. C'est vrai que c'est toujours un plus. Après, quelqu'un qui va être motivé et qui va être ouvert à l'apprentissage. Alors, à l'apprentissage, pas au dispositif d'apprentissage. On ne cherche pas des apprentis, qu'il n'y ait pas de méprise sur les mots, mais quelqu'un qui va être intéressé pour apprendre le métier, pour apprendre les protocoles et qui va être ouvert à apprendre. Ça nous intéresse bien évidemment. Ça va être les premiers points qu'on va regarder. Quelqu'un qui a des expériences passées et qui connaît déjà va s'intégrer très rapidement puisqu'on a un fonctionnement somme toute assez habituel pour une maison de retraite. Et quelqu'un qui ne connaît pas, on organise une, voire plusieurs journées de doublure avec des collègues qui sont déjà en poste pour justement former la personne et à connaître l'établissement et le fonctionnement et à connaître les procédures, les protocoles, les différents produits, etc. Et il y a une phase d'intégration. Aussi. Tout à fait. Et il y a aussi pour chaque arrivant, de toute façon, après des formations avec les prestataires, notamment qui nous vendent les produits, qui, eux, font aussi des formations au moins 2 fois par an pour tous les auxiliaires de vie de l'établissement. D'accord. Donc, on parle effectivement bien d'auxiliaires de vie ou d'agents de services hospitaliers, donc ASH. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que les personnes qui participent aujourd'hui ne connaissent
pas forcément, le métier, elles souhaitent le découvrir. C'est quoi une journée type? Alors, la journée type, elle commence avec la préparation du chariot de petit déjeuner. Chaque ASH ou auxiliaire de vie a un secteur, donc une zone de l'établissement qui lui est attitrée. Donc, chacun va préparer son chariot, tartiner les biscottes ou le pain de mie, le pain pour les résidents qui ne peuvent pas le faire. Donc, ça va jusque-là. Et ensuite, il y a la distribution du petit déjeuner dans les chambres, qui sont pris en chambre, avec éventuellement l'aide au lever avec les collègues aides-soignants qui sont arrivés. L'aide au petit déjeuner pour certains résidents. Ensuite, il y a la descente du chariot avec récupérer tous les plateaux qui sont dans les chambres, le nettoyage du chariot, rangement. Ensuite, on passe au nettoyage des chambres. Donc, chaque auxiliaire de vie a une vingtaine de chambres à sa charge. Voilà. Ensuite, il y a l'aide au repas. En fonction des pauses des uns ou des autres, soit ils sont en pause au moment du repas des résidents, soit ils aident au repas au niveau du restaurant. Après, l'après-midi, il y a la préparation du goûter, il y a l'aide au goûter, il y a une C'est bon? participation de certains jours. Je raccroche. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, c'est parfait, elles ont coupé le micro. Voilà. Donc, il y a une participation au goûter et à l'animation de certains, en fonction des postes. Et il y a ce qu'on appelle des chambres à blanc, c'est-à-dire que chacun, alors pas forcément tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, va s'occuper sur une chambre en particulier, de la faire vraiment à fond avec une désinfection et un nettoyage approfondi. D'accord. Alors vous avez parlé effectivement dans cette journée type, de la relation avec, des collègues aides-soignants. Est-ce qu'il y a d'autres liens qui sont faits avec, d'autres collègues? Enfin, quelle est la position, de l'AVS dans la structure et le lien qui se fait avec l'équipe? Alors, il y a plusieurs liens à la fois hiérarchiques et fonctionnels. Donc, en termes de liens hiérarchiques, les AVS sont sous l'aile, on va dire, de la gouvernante, Mmh. voilà, qui s'occupe vraiment d'orienter son équipe et AVS et lingère, puisqu'on a aussi des lingères sur site, D'accord. et des serveuses. Voilà, et la gouvernante s'occupe de toute cette équipe-là. Après, il y a des liens fonctionnels, donc avec les aides-soignants, effectivement, puisqu'ils sont quand même sur des secteurs où ils se croisent toute la journée, avec les infirmiers également, avec l'infirmière coordinatrice, avec les serveuses, puisqu'il y a aussi de l'aide au repas et le midi et le soir. Donc, les serveuses également, les cuisiniers, et puis toute la partie accueil également, puisqu'ils ont un rôle à jouer aussi dans les relations avec les familles et avec les visiteurs. Très bien. Concernant le métier, alors c'est intéressant, d'avoir votre retour sur les différentes tâches. Est-ce que vous pouvez nous en dire, davantage sur ce qui, va motiver, de manière générale, vos collaborateurs, à travailler comme, AVS? Donc quels sont les points positifs? Et à côté de ça, quels peuvent être les points de vigilance? Parce que comme dans tout poste, on a, des choses qui sont, très intéressantes et puis on a aussi, des points, qui sont un petit peu plus, difficiles à gérer. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, les avantages à être auxiliaire de vie en EHPAD, parce que ce n'est pas forcément le même métier qu'à domicile, Tout à fait, faut c'est important de le bien souligner. différencier. Voilà. L'avantage, c'est qu'il y a une organisation qui est rodée. Donc, on sait que le matin, on arrive à telle heure, on va faire ça, à telle heure, on va faire ça. Après, il y a toujours des aléas, on travaille de l'humain. Donc, voilà, on ne maîtrise pas tout à la minute près. Par contre, il y a à la fois le travail en équipe, à la fois des horaires qui sont maîtrisés, puisqu'on sait à quelle heure on arrive, on sait à quelle heure on repart. Voilà, les pauses également sont organisées. Donc, c'est vrai que cette organisation et ce travail d'équipe, c'est une vraie sécurité pour les personnes qui travaillent ici et en EHPAD de manière générale. Le fait qu'il y ait d'autres métiers qui soient complémentaires aussi, c'est un vrai plus parce que, Mmh. encore une fois, c'est humain, on a le droit de ne pas tout savoir, on a le droit de ne pas être sûr de ce qu'on fait. Donc, le fait Mmh. d'avoir d'autres collègues, d'autres métiers à côté, ça conforte aussi dans sa démarche. Après, D'accord. un inconvénient, justement, ça peut être, alors on ne peut pas vraiment dire que c'est un inconvénient, mais ça peut être impactant pour certaines personnes, ce travail avec de l'humain et notamment avec des résidents qui ont des troubles du comportement.
ça peut Mhm. être compliqué à gérer pour certaines personnes. Donc, nous aussi en interne, on fait des formations sur ces différents sujets, à la fois avec nous, la psychologue, le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice, etc., des personnes qui sont internes à l'établissement, et à la fois avec des organismes de formation spécifiques. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a pas un risque aussi parfois de faire d'autres tâches qui ne nous incombent pas forcément? Est-ce que ça peut être un point de vigilance aussi? Alors, ça peut être un point de vigilance. Il faut effectivement pas qu'il y ait de glissement de tâches. Donc, Oui? et ça, c'est déterminant. Nous, on fait au moins une fois par mois une réunion par métier avec le responsable de service. Donc, chacun voit son responsable en réunion au moins une fois par mois pour faire le point justement sur les missions, sur les tenues du poste et voir si effectivement il peut y avoir des glissements de tâches. Après, on travaille en bonne intelligence, à savoir qu'il y a de l'entraide dans l'équipe. Et je pars du principe, pour l'équipe, parce qu'on est une équipe, on est tous ensemble, que c'est un donné pour un rendu, c'est donnant-donnant. Donc, voilà. Donc l'entraide, elle doit être mutuelle. En termes d'organisation, ce qui a été intéressant effectivement lors du premier atelier, c'était de comprendre le vécu au domicile. Là, c'est de comprendre le vécu en structure. En termes d'organisation du temps de travail, est-ce qu'il y a des particularités? Alors nous, on a une organisation qui est la même pour tous les auxiliaires de vie. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur des journées qui font 12 heures d'amplitude, donc de 7h15 à 19h15, avec 2 heures de pause dans la journée, donc 10 heures de travail. Et en termes de 10 heures de travail. roulement, comment ça Donc, s'organise? Parce que oui, pardon, je ne vous ai pas entendu. oui, je voulais comprendre en termes de roulement, comment ça s'organise alors qu'on a 12 heures d'amplitude horaire. Voilà, donc justement, j'y venais aussi. Il y a une semaine où il travaille 3 jours, donc lundi, jeudi, vendredi, et une semaine où il travaille 4 jours, mardi, mercredi, samedi et dimanche, donc un week-end sur 2. D'accord. Concernant le recrutement, est-ce que vous pouvez nous éclairer et nous dire comment ça se passe? Quels sont les critères si vous recevez un CV, on a parlé effectivement de la première expérience, si possible, mais ensuite, une fois qu'on accède à l'entretien, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous attendez et comment vous allez questionner le candidat? Comment nos candidats peuvent se préparer si jamais ils ont envie de postuler demain chez vous? Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément en recherche de personnes qui ont déjà une expérience de 5 ou 10 ans derrière eux. L'expérience est toujours appréciée, que ce soit à domicile, en EHPAD, dans des hôtels. Voilà, ce premier contact sur le bio-nettoyage notamment est toujours apprécié, mais aussi le contact avec les personnes âgées. Ça va être primordial. Le savoir-être, on juge toujours, parce qu'un entretien, ça reste somme toute quelque chose de très subjectif. On juge toujours à la fois le savoir, le savoir-faire, qu'on voit aussi quand la personne commence à travailler, et le savoir-être, qui va être très important puisqu'on est quand même au contact de personnes âgées qui vivent ici, hein, donc qui sont là tout le temps, qui ont besoin d'avoir des personnes qui s'occupent d'eux de manière convenable, qui s'adressent à eux de manière convenable et qui répondent aux attendus sur ce point-là aussi. Parfait, je vous remercie en tous les cas pour ce témoignage, d'avoir répondu aux différentes questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne vers vous dans un second temps si nos participants ont des questions à vous adresser. Je vais en profiter pour accueillir Madame Caris. Bonjour. Alors, il faut réactiver le micro, on ne vous entend pas. Vous m'entendez là? Oui, très bien, merci. Bonjour, enchantée. Enchantée. Alors, merci de votre participation, Madame Caris. Vous êtes aide-soignante du pôle Oui, gérontologique du Petit Trianon. oui. Donc, vous allez pouvoir nous faire votre témoignage, un retour d'expérience en tant qu'aide-soignante en structure. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours? Alors, mon parcours, initialement, je suis dans l'hôtellerie, la restauration. J'ai travaillé une dizaine d'années. J'ai le CAP, le BP, le bac. Et au bout de 10 ans, j'ai opté pour un métier plus axé dans le social. Donc, j'ai débuté en tant qu'aide à domicile.
puis ASH, puis depuis 4 ou 5 ans, à présent, je suis aide-soignante diplômée. D'accord. Et du coup, votre quotidien, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type? Quelle est votre mission? Quelles sont vos tâches? Alors, nous travaillons en 12 heures avec 2 heures de pause. Il y a 4 aides-soignants par jour, 2 qui commencent à 6h45, 18h45 et 2 qui font 7h30, 19h30. Donc, à Votre mission, 6h45, pardon, oui, ça a coupé, excusez-moi. d'accord. Donc, dans la journée, la priorité le matin, c'est le lever des résidents, l'aide au repas pour le petit déjeuner, l'installation, les toilettes, bien évidemment, selon les capacités du résident. On ne fait pas leur place. S'ils sont autonomes, on est là pour maintenir leur autonomie. Et après, c'est le repas. On aide au service les auxiliaires de vie, les ASH, pardon. Puis, il y a les moments de sieste, il y a les moments des activités. Et les après-midi, c'est l'aide au goûter et c'est l'échange. Et c'est reparti après pour le service du soir, l'aide au repas et les couchers. Est-ce En que vous fait, on pouvez... accompagne les résidents dans les gestes de la vie quotidienne, Du tout quotidien. simplement, du quotidien, tout en maintenant leur autonomie. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage sur ce métier-là? Qu'est-ce- Alors déjà, le travail, je préfère nettement le travail en structure parce qu'on travaille avec des collègues. On peut être épaulé, on peut être soutenu, on peut passer le relais s'il y a des moments où ça ne va pas, ou ça passe pas avec un résident parce que parfois c'est physique. Le résident a du mal avec une soignante, mais ça va être plus facile avec une autre. C'est de se sentir utile en fait, ce métier. C'est une vocation, être soignant. On est là pour les accompagner, pour les aider, pour échanger, pour les écouter. Voilà, vous rentrez chez vous, vous vous sentez utile. Il n'y a pas d'autre mot, tout Merci. simplement. Euh, on parle effectivement de... Enfin, vous dites que c'est votre vocation, vous vous sentez utile. C'est vraiment intéressant voilà, pour nos participants d'avoir ce retour. Est-ce que aussi, à côté de cela, vous avez des points de vigilance tout de même à donner aux participants ou en tout cas des conseils si jamais ils ont envie de se lancer sur ce type de métier? Alors, un conseil, il faut être fort psychologiquement parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais moments. Surtout quand on travaille dans une EHPAD, donc on est forcément, on va rencontrer des familles, des phases de palliatifs, donc il faut quand même être costaud psychologiquement et il faut savoir écouter, il faut savoir communiquer, il faut savoir partager des moments aussi. Parce que c'est pas ça, on ne fait pas que simplement des toilettes, hein, ça va être un moment, un échange, il suffit de leur tenir la main, les rassurer quand ça ne va pas, rire quand ça va. Enfin, il faut être multifonction, j'ai envie de dire. Donc polyvalent, du coup aussi. Polyvalent. D'accord. Le lien, alors vous avez parlé de l'équipe aussi. Il se fait comment en tant qu'aide-soignante, ce lien avec l'équipe? Est-ce que comment vous vous appuyez sur vos collègues? Alors, dans ma structure, il y a 50 résidents et il y a 4 soignants par jour et il y a une infirmière. Et l'aide-soignante travaille sous la responsabilité de l'infirmière et en D'accord. collaboration. Donc voilà. Et puis, il y a également 3 ASH, dont une spécialisée dans l'hôtellerie. Et il y a la cadre de santé du lundi au vendredi, celle qui est au-dessus, l'infirmière chef, si vous voulez. Donc, on n'est jamais, comment vous dire,
on a toujours un supérieur pour nous guider. Donc, il n'y a pas de glissement de tâches, il n'y a pas de… Chacun à son poste. L'aide-soignante, ça va être les soins et les médicaments. L'aide-soignante, c'est tout ce qui est hygiène, communication avec les familles ou avec les résidents. Et l'ASH, c'est tout ce qui est entretien et restauration. En fait, tout est dispatché et il n'y a pas de glissement de tâches. Après, il y a de l'entraide. Donc ça, c'est malgré important. tout. Oui, un esprit d'équipe qui doit aussi… Voilà. La SH, si elle voit un résident voilà, qui est dans le couloir, l'accompagnera forcément dans le restaurant. Elle ne va pas attendre que ce soit une ASH qui remonte le chercher. Et comme nous, quand on a un moment, on va aider au service. Voilà, c'est donnant-donnant. Il y a un échange qui se fait naturellement dans le cours de la journée. On a parlé de votre organisation du temps de travail. On est en 12 heures, c'est ça? Oui, 12 heures avec 2 heures de pause entrecoupées. Une demi-heure le matin, 1 heure le midi et une demi-heure l'après-midi. Et est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur cette organisation pour des participants qui n'ont peut-être pas, jamais expérimenté ce temps de travail? Est-ce que la conciliation, elle se fait naturellement ou il y a des choses à mettre en place? Dans quel sens, vous voulez dire? Sur la vie personnelle et puis la vie professionnelle. Au niveau de cet horaire? De l'organisation, effectivement. Alors moi, personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais je sais que mes collègues qui ont des enfants, voilà. C'est ça la question? Non, ce n'est pas ça, c'était en termes de retour d'expérience. Est-ce que sur du 12 heures, comment on s'organise? Alors, en 12 heures, comment on s'organise? L'avantage, c'est que vous travaillez 15 à 16 jours dans le mois au lieu de 22. Le côté pratique, c'est que en semaine, vous pouvez aller faire tout ce qui est administratif, vos papiers, votre ménage. Quand vous êtes 3 jours, le week-end, c'est 3 jours de repos, un week-end sur 2. Là, c'est 3 jours où vous profitez. Ce n'est pas indéniable. Après, effectivement, vous partez très tôt le matin quand vous travaillez, très tard le soir. Donc, il faut s'arranger pour ceux qui ont des enfants avec une bonne nounou, qui prend ce genre d'horaire, ou avoir encore le mari qui va chercher l'enfant. Moi, je n'ai pas ce problème. Mais on s'y retrouve avec ces horaires. Au moins, vous êtes là, vous faites votre journée, et vous savez que vous travaillez 2 jours, vous avez 2 jours de repos après. Donc, il y a un côté pratique. Moi, personnellement, je préfère ces horaires qu'en 7 heures. Après, oui, des avantages, une question d'organisation. Voilà, toute une question d'organisation. Voilà. Merci pour votre retour. Alors, je vais en profiter. Est-ce que nous avons des participants qui souhaitent poser des questions à nos intervenants?